L'histoire n'est qu'une suite de mensonges avec lesquels on est d'accord. Napoléon. « 2000 ans d'histoire ». Il est né en même temps que le cinéma lorsqu'en 1896, quelques mois après L'arroseur arrosé, les frères Lumière projetaient à Paris un petit film de moins d'1 minute, Néron essayant du poison sur des esclaves. C'était le premier péplum de l'histoire du cinéma. Il faut croire que le genre a plu, puisque depuis les frères Lumière, l'Antiquité a inspiré plus de 2200 films, les plus grands réalisateurs et comédiens du cinéma, et fait rêver des millions de spectateurs venus voir le martyre des premiers chrétiens dans Quo Vadis, Charlton Heston dans Ben-Hur et les 10 commandements, les muscles de Kirk Douglas dans Spartacus, et le péplum le plus cher de l'histoire du cinéma quand il est sorti en 1963, le Cléopâtre de Joseph Mankiewicz. Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turned the tide of civilization. Richard Burton as Mark Antony, rash, impetuous leader of once invincible legion, dreaded adversary on the field of battle. Rex Harrison as Julius Caesar. Il semble que quelqu'un m'apporte un présent de la part de la reine Cléopâtre. Qu'on me l'amène, Flavius. Tu es celui qui apporte le présent de Cléopâtre? Alors pose-le à terre et va-t'en. Le tapis semble inoffensif. J'ai reçu l'ordre de ma reine de remettre son présent à César en personne et à lui seul. Je trouve que l'on peut mieux juger les qualités d'une marchandise quand on examine le revers d'abord. Salut ô Cléopâtre, divine par Horus et Ra, bien-aimée de la lune et du soleil, fille d'Isis, souveraine de la haute et basse Égypte, reine. Claude Aziza et Hervé Dumont, bonjour. Bonjour. Alors, c'était un extrait du Cléopâtre de Mankiewicz, la célèbre rencontre entre Jules César et Cléopâtre, dissimulée dans un tapis. C'est un des péplums les plus célèbres de l'histoire, des péplums dont vous rappelez tous les deux l'histoire. Vous, Hervé Dumont, dans L'Antiquité au cinéma, qui a été publié au Nouveau Monde Édition. Et qui a un sous-titre. Et qui a un sous-titre, Vérité, légendes et manipulations. On y reviendra. Et vous, Claude Aziza, dans un livre qui vient de sortir chez Clincy, qui est intitulé Le péplum, et qui a aussi un sous-titre, Le péplum, un mauvais genre. Pourquoi un mauvais genre, Claude Aziza? Je ne sais pas si c'est le sous-titre, je crois que c'est le titre complet. Ou le titre complet, peu importe, mais pourquoi un mauvais genre? Sans point d'interrogation d'ailleurs, on a longuement hésité, on met un point ou non. Un mauvais genre parce que c'est un genre de cinéma populaire qui a été systématiquement dénigré, décrié, en tout cas au moins au temps du parlant, moins peut-être dans le muet. Et qu'il a fallu, en tout cas qu'il m'a fallu, de nombreuses années, mettons 25 ans, pour relégitimer cela par des travaux universitaires. Et je crois que on n'a pas tout à fait compris, peut-être par les excès du genre et ses répétitions, souvent inutiles, et ce manque de moyens, que c'était une façon, et pas si mauvaise que cela, que de parler de l'Antiquité. Alors on le fait ça depuis longtemps au cinéma, vous le rappelez Hervé Dumont, puisque on trouve dans votre livre, un beau livre bien illustré, les 2200 titres du cinéma, de ce genre de cinéma, le péplum, dont le premier donc sort en même temps d'ailleurs que le cinéma. C'est, je l'ai cité tout à l'heure, un film projeté par les frères Lumière en 1896, avec d'ailleurs un titre évocateur, Néron essayant du poison sur des esclaves. Je crois que Néron, c'est sans doute le personnage le plus représenté, ou un des plus représentés avec Cléopâtre et César dans les péplums. Certainement, mais au fait, ce qui m'intéressait en premier lieu, si vous voulez, avant de revenir sur Néron, c'est beaucoup plus dans cette encyclopédie que j'ai faite, c'est de montrer le rapport que nous avons d'une manière très générale avec le passé et qui transparaît
à l'écran d'une manière tout à fait éclatante. Et Néron est peut-être un exemple pour démontrer à quel point, si vous voulez, le regard sur les grands personnages historiques est extrêmement changeant selon les décennies où on aborde les personnages, et que le cinéma lui-même n'est finalement que l'aboutissement de siècles de travestissement ou d'éclairage très particuliers. Et en cela, je voulais démontrer que ce qu'on appelle aujourd'hui le péplum, qui est quand même un terme relativement récent, a toujours, au fait, un intérêt qui dépasse, à mon avis, bien loin le cinéma. Il y a là un apport culturel fondamental sur la manière dont nous représentons le passé. Alors on y reviendra, ça, mais vous avez évoqué le mot. Alors, il se trouve, Claude Aziza, que vous en parlez longuement dans ce livre, le péplum, un mauvais genre, parce que le mot est apparu bien après le premier des péplums, après ce fameux Néron des Frères Lumière, puisque c'est au début des années 60. Alors, pourquoi, que signifie ce mot d'abord, quand est-ce qu'il apparaît, et pourquoi a-t-il donné son nom à ce genre de cinéma, Claude Aziza? Oui, alors tout d'abord quand même quelque chose d'assez amusant, c'est que les centaines de réalisateurs qui ont tourné des péplums n'ont jamais su qu'ils tournaient des péplums, ce qui est quand même un paradoxe. À ma connaissance, d'ailleurs, aucun réalisateur n'a dit « je tourne un péplum ». Vous voyez, John Ford se présente en disant « je m'appelle John Ford et je fais des westerns ». Moi, j'ai entendu personne dire « je m'appelle Freda ou Kotafavi » et dire « je tourne ». Et parce que le mot est récent, c'est vous qui le rappelez. C'est ça, le mot est récent. Le mot, il date des années 62-63. D'abord, il signifie quoi? Il faut rappeler, je crois que c'est un vêtement féminin en latin. Le mot, c'est la latinisation du mot grec péplos, qui signifie un vêtement de femme. Ce qui est quand même un paradoxe pour ces films qui sont parmi les plus machistes du monde. Ça, c'est déjà un premier paradoxe. Et dont les femmes sont très déshabillées généralement. Oui, c'est ça. Donc, elles ne sont bien que lorsqu'elles enlèvent le péplum, d'une certaine façon. Ou le péplos, on va dire. Et alors, c'est un petit groupe autour du MacMahon, dont Tavernier était un des animateurs. J'ai fait faire une enquête par mes étudiants de détectives qui, dans 63 à peu près, au lieu de dire on va voir un film à costume, parce que c'est ça, le film historique, c'est un film à costume, a remplacé costume par le costume antique, en quelque sorte, qui était le mot péplos dans leur esprit. Peut-être avait-il fait du latin ou du grec, je ne sais pas. En tout cas, la critique a suivi, et on a trouvé d'ailleurs péplum, des péplums avec un S, et quand on savait le latin, on disait des péplas. C'était un autre pluriel. Enfin, alors ça, c'était au début des années 60, en 63, exactement, mais ceux avec quoi tout le monde est d'accord, ce que pouvaient dire les réalisateurs de péplum avant que le mot n'existe, c'est que c'était des films représentant l'Antiquité romaine, grecque et même au-delà l'Antiquité égyptienne et même la Bible, comme dans les 10 commandements de Cécile B. DeMille qui était de passage à Paris en 1957. Cécile B. DeMille, l'un des plus grands producteurs de films du monde, et le seul en tout cas qui habite à Hollywood une rue qui porte son nom, Cécile B. DeMille est à Paris pour présenter son film Les 10 commandements. Vous avez tiré, monsieur DeMille, un grand nombre de vos scénarios de la Bible. Croyez-vous donc à la Bible comme à une source inépuisable de grands sujets de cinéma? Oh yes, both the Old and the New Testament are an inexhaustible font of material. Mais bien entendu, me répond monsieur DeMille, car l'Ancien et le Nouveau Testament sont des sources inépuisables de très beaux films, de très beaux scénarios. Cet enfant a été confié au fleuve pour être soustrait à son fatal destin. Je suis la fille du Pharaon, et voici mon fils. Il sera la gloire de l'Égypte, mon fils. Et sa puissance en parole et en action. Les rois s'inclineront devant toi. Ton nom survivra aux pyramides elles-mêmes. Et parce que je t'ai sauvé des eaux, je t'appellerai Moïse. 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 Et c'était un extrait des 10 commandements de Cécile B. DeMille, Moïse sauvé des eaux par la fille du Pharaon. Alors le péplum, vous le rappelez dans votre livre, Hervé Dumont s'intéresse à toutes les périodes de l'Antiquité, plus particulièrement, disons, l'Antiquité romaine. Mais alors une Antiquité dont on sait finalement peu de choses et qui est largement revisitée, pour ne pas dire transformée, Hervé Dumont. Oui, effectivement. Et pour se demander quels sont les moments de l'Antiquité qui sont les plus prisés par l'audiovisuel, il faut d'abord se poser la question, quels sont les pays qui ont les productions
pays producteurs qui s'en sont le plus occupés. Et effectivement, c'est d'une part l'Italie et de l'autre part les États-Unis. Il est né en France, mais effectivement, c'est en oui, Italie alors et aux États-Unis. C'est le paradoxe. Ouais. Effectivement, le terme lui-même est né en France, mais jamais... Et même le film, hein, Néron, le oui, film des Frères effectivement, Lumière. Il y a eu beaucoup de petits péplums au début des années 10 en France, mais ensuite c'est devenu essentiellement italien pour la période romaine, et puis américain pour l'Ancien Testament. Donc... vous voulez, on a déjà ici des points forts. Rome, c'est à la fois la fascination des aigles, c'est l'impérialisme d'un certain côté, c'est disons les souvenirs républicains du 19e siècle, puisque c'est quand même en Angleterre et aux États-Unis qu'on a évoqué, disons, les premières pièces sur Spartacus sont sorties au 19e. Et puis pour Rome, il s'agit quand même à l'époque de Garibaldi, on a recréé une sorte de Rome antique, histoire que les Italiens eux-mêmes se retrouvent, qu'il y ait une sorte de réunification italienne à ce moment-là. Et c'est ça qu'on va retrouver dans tout leur cinéma. Mais vous rappelez bien que cette antiquité, elle est vraiment transformée. Par exemple, dans les 10 commandements, justement, on voit des esclaves en train de construire des pyramides, ou en tout cas une ville à l'époque de Ramsès II. Or, tous les égyptologues disent qu'il n'y avait pas d'esclaves dans l'Antiquité égyptienne. C'est évident. Et disons, ce qui est frappant, c'est que avec des films comme Les 10 Commandements, les gens croient encore plus, puisqu'il y a une confusion entre l'image et la réalité, n'écoutent pas les archéologues, mais croient Cécile B. 2000, effectivement. Mais c'est quand même la suite de millénaires de représentations bibliques qui sont, entre guillemets, biaisées. Et oui, l'histoire n'est qu'une suite de mensonges avec lesquels on est d'accord, disait Napoléon. Il y a une autre citation dans votre livre, Hervé Dumont, qui est de Rémy de Gourmont, qui dit « Une erreur tombée dans le domaine public n'en sort jamais, ça finit par faire l'histoire ». Et c'est vrai qu'au fond, pour tout le monde, Ramsès II, Moïse, c'est ce qu'ils ont vu dans le film de Cécile B. 2000, alors qu'on ne sait pas grand-chose en fait du personnage de Moïse. Non, effectivement. On sait en tout cas qu'il n'était pas chauve. En tout cas, une histoire qui est également instrumentalisée à des fins politiques, comme lorsqu'en 1937, après avoir fait construire les immenses studios de Cinecittà, Mussolini venait assister au tournage d'un péplum de Carmine Gallone, dans lequel on tournait justement Scipion l'Africain envahissant Carthage, un Scipion qui ressemblait furieusement à celui de Mussolini, le personnage de Mussolini, qui était parti à la même époque, à la conquête de l'Éthiopie. Questo fervido cantiere della più importante ripresa del superfilm della risorta cinematografia nazionale è stato onorato anche da una visita del Duce. Le plateau du plus prestigieux tournage du cinéma national a été honoré par la visite du Duce pendant le tournage de Scipion l'Africain. Le Duce est monté sur une estrade dominant les 10 000 figurants armés. Le réalisateur Carmine Gallone lui a montré les caméras cadrant les armées de Scipion, les éléphants cuirassés et les mercenaires d'Hannibal. Preparatevi alla guerra! Agrido sia! Vittoria! A morte! Alors la voix que l'on vient d'entendre n'est pas du tout celle de Mussolini, mais celle de l'acteur Annibale Ninchi dans le rôle de Scipion l'Africain. Alors là, évidemment, c'est pas un hasard. Avec ce film, le cinéma, le péplum, devient de la propagande, Claude Aziza. Oui. Là, il s'agit de justifier, d'expliquer de l'invasion de l'Éthiopie. Ça se passe au même moment. Oui, absolument. Maintenant, à ma connaissance, c'est un des rares péplums, si ce n'est le seul, de propagande fasciste. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que dès la fin du 19e, les Italiens qui n'ont pas d'histoire, comme vient de rappeler Hervé Dumont, ont demandé au cinéma de servir de livre d'histoire, et c'est dès la fin du 19e qu'on voit sur les écrans, début du 20e, des films qui veulent faire une espèce de propagande les conquêtes coloniales italiennes commencent à la fin du 19e. Donc, mettre en scène, par exemple, les guerres puniques, ce qu'on trouve dans Cabiria, en 14, les guerres puniques et les Romains, c'est d'une certaine façon montrer que ces Africains qu'on affronte, les Turcs qu'on affronte aussi, et puis ensuite les Éthiopiens dans les années 30, ce sont des Carthaginois.
sont des espèces de barbares. C'est ça qui est important. Et effectivement, on les assimile à des barbares puisque on amène le cliché disons, des sacrifices humains, de Moloch qui a été remis au goût du jour par Salammbô de Flaubert. Et il y a aussi le cas de Cléopâtre. Systématiquement, dans le cinéma muet italien, Cléopâtre est la créature malfaisante qui perturbe les Romains, les nobles romains. Vous citez Salammbô. Alors, il faut le rappeler, beaucoup de ces films mettent en scène des personnages ou des situations totalement imaginaires. Ils viennent du roman historique, c'est pour ça que eux-mêmes prennent des libertés avec l'histoire. C'est le cas, par exemple, d'un film dont on oublie qu'il a été tourné 9 fois, je crois, et qui est Quo Vadis, mais Quo Vadis qui vient d'un livre de Henryk Sienkiewicz. En fait, l'origine du péplum, c'est souvent tout simplement un livre, Claude Aziza. Il y a un autre cas que vous citez, c'est Pompéi. Oui, mais il y en a d'autres. Si vous voulez, en gros, les 4 grands romans que j'appelle sulpiciens du 19e, sont Les Derniers jours de Pompéi, en 1834, Fabiola en 53, et Ben-Hur en 80, et Quo Vadis en 96. Or, ces 4 romans, mais surtout Les Derniers jours de Pompéi et Quo Vadis, ont donné naissance à beaucoup de films. Ben-Hur peu et Fabiola peu aussi. Et simplement, c'est que lorsque ces romans sont écrits au 19e, ils ont du sens, notamment Quo Vadis, sont les Polonais contre les Russes, qu'il faut lire. C'est pas Néron. C'est Alexandre II, le tsar. C'est marrant. Et dans le cinéma, ils ont de moins en moins de sens, si vous voulez. C'est ça qui est important. D'ailleurs, la dernière version polonaise de Quo Vadis de 2000 de Kawalerowicz a perdu un peu ce sens. Alors il y en a un que vous avez cité, c'était Ben-Hur, donc qui a été inventé par un général américain du 19e siècle, qui était le général Wallace. C'est un personnage imaginaire, mais qui a donné lieu... Pas du tout. Ah bon? Vous voulez dire de Ben-Hur ou de Wallace? Non, Ben-Hur. Parce que Wallace, on le trouve dans des westerns, Lewis Wallace. Oui, bien sûr. Non, mais c'est Ben-Hur qui est imaginaire. Capturer Billy the Kid. C'est un pseudo, oui, c'est un amalgame de plusieurs personnages vraisemblables. Voilà, on peut dire bien sûr qu'il est imaginaire. En tout cas, qui a donné lieu à 5 films, 5 péplums, 5 Ben-Hur, dont le plus célèbre sortait en Amérique à grand renfort de publicité le 16 novembre 1959, il y a 50 ans, à 2 jours près. Une des plus grandes affiches au monde pour le plus grand film de l'industrie du cinéma. 15 millions de dollars, Ben-Hur, le film le plus cher au monde. La Metro-Goldwyn-Mayer, saluée par la critique. Bientôt sur vos écrans, avec Charlton Heston dans le rôle de Ben-Hur, un film de William Wyler. Ave César! Tes chevaux sont très beaux, mais ils ne forment pas un ensemble. L'un d'eux ralentit les autres, celui de l'extérieur. Tu as un œil perçant ou as-tu acquis ta science? Dans le cirque de Rome. Tu pourrais faire s'effondrer la superbe de l'envahisseur romain dans le sable de nos arènes, Judas Ben-Hur. Nous savons que tu as de bons chevaux, mais qui va les conduire? Ben-Hur. Honorons ceux qui vont courir pour nous aujourd'hui. Pour le meilleur d'entre eux, le laurier de la victoire. La course commence. Il y a un auditeur qui m'a justement fait remarquer que dans les films, on cite toujours les acteurs, mais jamais ceux qui font la traduction en français. Là, on a peut-être reconnu la voix de Jean-Pierre Mariel dans le rôle de Ponce Pilate. Dans ce film mythique, Ben-Hur, on entend la course de chars. Alors là, c'était le morceau de bravoure, un des morceaux de bravoure du péplum. Cette course qui a mis 2 ans à être préparée, 3 mois de tournage, 11 minutes de film seulement pour 3 mois de tournage, un film de 2h30, 70 000 figurants. Ça, c'est les morceaux de bravoure. Vous dites qu'il y a toujours un morceau de bravoure, Claude Aziza, dans les péplums. Oui. D'ailleurs, j'aurais tendance à préférer la course de chars de 24-25 du Ben-Hur, muet, de Fred Niblo. À tel point même que c'est, vous le savez, on n'a pas pu passer un extrait par définition. Que c'est Mervyn Leroy qui était le réalisateur de Ben-Hur, William Wyler, qui était chargé de filmer cette course de chars dans le muet, et qu'il en a été tellement traumatisé que lorsque il a fait le Ben-Hur, par contrat, il était spécifié que William Wyler, le réalisateur, ne tournerait pas la course de chars.
Elle était tournée, il faut le rappeler, à Cinecittà, c'est assez curieux, ce studio créé par Mussolini, mais Cinecittà, donc, en fait, c'est à Cinecittà que ça s'est passé. Oui, Hervé Dumont. Il faut quand même dire, d'une part, que Ben-Hur a toujours été tourné pour sauver la Metro-Goldwyn-Mayer. D'abord, le 1925 a été commencé aussi en Italie. A été tourné aussi là, ou plus ou moins, où se trouve Cinecittà, et ensuite interrompu et repris à Hollywood, pour diverses raisons. Le film de 1959 a été tourné à Cinecittà pour des raisons purement économiques. Là, la Metro-Goldwyn-Mayer jouait le tout pour le tout, parce qu'il était au bord de la faillite. Et ils ont essayé de refaire le coup de Quo Vadis en 1949-50, qui a sauvé la Metro-Goldwyn-Mayer. Et c'est le même producteur, Sam Zimbalist, de Quo Vadis, qui va diriger le Ben-Hur dont nous parlons maintenant. Et d'ailleurs, ça sera tellement il a sauvé la MGM, parce que la MGM 15 millions de dollars investis, 66 millions de dollars de recettes. Ça a effacé un certain nombre de ratures, si vous voulez, parmi les films précédents, de fiascos, et ça a permis à la Metro-Goldwyn-Mayer de survivre plus ou moins encore une quinzaine d'années. Comment expliquer ce succès, en général, d'ailleurs, des péplums? Parce que bon, c'est peut-être ça qui donne un mauvais genre. Claude Aziza, vous parlez de mauvais genre, mais c'est les corps bodybuildés. Alors là, on voyait Charlton Heston. C'est des femmes légèrement vêtues qui font un peu fantasmer. Il y a toujours le méchant, des tyrans sanguinaires. Généralement, c'est ça le succès du péplum aussi, plus que la réalité historique. Non. Oui, c'est un certain nombre d'images, de typologies, de morceaux attendus. En fait, les extraits à succès du péplum correspondent aux images que nous avons dans la tête. Lorsqu'on veut essayer de rétablir une certaine vérité historique, ça ne marche pas, si vous voulez. C'est ça qui est quand même assez intéressant. D'autant plus que il y a toujours aussi une espèce d'équivoque dans la façon dont on monte les personnages. Regardez, Ben-Hur et Messala, Gore Vidal, qui est un des scénaristes, avait imaginé qu'il y aurait eu une espèce d'amitié un peu homosexuelle, un genre coup de foudre, si vous voulez, comme, je sais pas, moi, Jupiter et ses mêlés, ou bien Bacchus et Ariane, peu importe, mais Charlton Heston n'a pas voulu en entendre parler. Donc, les réalités psychanalytiques qu'on pourrait voir, on ne les voit qu'après coup. Ce qui est intéressant, c'est les grands moments qui correspondent à nos fantasmes. Orgie romane qui n'existe pas, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Le péplum est fondé sur une notion fantasmatique qu'il ne peut pas montrer. L'orgie romane, par exemple, c'est un genre éminemment familial. Il y a aussi, c'est une des contradictions du péplum. Alors, on avait dépensé des sommes folles pour Ben-Hur. Le record est largement dépassé quelques années plus tard, en 63, avec le film de Mankiewicz, Cléopâtre, dont on a entendu un extrait au début. Alors là, 44 millions de dollars, mais alors un échec total, malgré Liz Taylor. Faut dire que là-dessus, elle avait pris $1 million à elle toute seule. Ça a été un échec. Et le péplum entame après, en 63-64, juste après Cléopâtre, une traversée du désert incroyable qui a duré 35 ans. Comment expliquer ce désintérêt pour le péplum, un désintérêt si long? Est-ce que c'est, vous le dites, je crois, Hervé Dumont, d'une certaine manière, c'est une nouvelle mode, celle du western spaghetti? Oui, bien sûr, mais je pense que l'échec, ou disons la disparition du péplum pendant un certain nombre de décennies, tient à deux phénomènes. D'une part, parce que le péplum bon marché, la série bis à l'italienne, a totalement épuisé le filon, et d'autre part, parce que on est parti dans cette direction de gigantisme. Cléopâtre, au fait, n'a pas été un aussi grand échec que cela qu'on ne le croit, parce que finalement, sur la durée, effectivement, et finalement, le plus grand échec, c'est ce qui a suivi cette même en 63 aussi, c'est la chute de l'Empire romain de Samuel Bronston, où on a reconstruit le forum en entier, même beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité. Je le sais, je me suis promené à l'époque, j'étais à Madrid, et puis j'ai vu ces décors incroyables. Et effectivement, si vous voulez, on arrive là, on n'arrive pas à faire plus que cela. Il a fallu le numérique pour qu'on puisse dépasser ce stade-là. La chute de l'Empire romain qui a été la chute du péplum pendant... Oui, Claude Aziza? Oui, c'est dommage, parce que la chute de l'Empire romain, c'est un film exceptionnel et qui, en même temps, au point de vue politique, reflète moins la chute de l'Empire romain, parce que sous Marc Aurèle, l'Empire romain est en plein essor, que les relations entre l'URSS et les États-Unis à une période de décrispation. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans le film d'Anthony Mann. Et on peut dire là, vraiment une maxime qu'on découvre dans tout ce genre, c'est que plus un cinéma parle de périodes lointaines, au fait, plus il parle du présent. Alors justement, 35 ans de traversée du désert jusqu'en 1999 avec le film Gladiator de Ridley Scott, et cela grâce à de nouvelles techniques qui allaient ressusciter le péplum. On écoute Ridley Scott. Aujourd'hui, nous regardons le péplum avec un certain mépris.
On considère ce genre comme étant kitsch. Mais maintenant, on a l'avantage de pouvoir utiliser différentes sortes de technologies, comme l'informatique, pour montrer ce monde antique avec plus de réalisme. Peuple de Rome! Au 4e jour de la fête d'Antioche, nous pouvons célébrer le 64e jour des Jeux du cirque. Quand l'empereur entre, vous levez vos armes, vous le saluez, et ensuite vous lui parlez ensemble. Faites toujours face à l'empereur, ne lui tournez jamais le dos. Allez, et mourrez avec honneur. Arrêtez là, ceux qui vont mourir de salut. Et c'était un extrait de Gladiator de Ridley Scott. Gladiator, dont vous dites tous les deux qu'il a en quelque sorte ressuscité le péplum après 37 ans de traversée du désert grâce à des moyens techniques considérables. D'ailleurs, c'est de la photo justement de Russell Crowe, l'acteur principal de Gladiator, qui est en tête de votre livre, Hervé Dumont. C'est un renouveau pour le cinéma. Oui, c'est un renouveau du point de vue technologique, on est d'accord. Jamais on a vu des décors aussi fabuleux, autant de réalisme. Mais ce qui personnellement me fascine dans ce film, c'est plutôt l'intelligence de l'approche. D'abord, il n'y a plus ce côté kitsch qu'on retrouve chez les 2000. C'est une très étrange histoire d'un mort en sursis qui essaye qui veut retrouver les siens après s'être vengé. En même temps, il y a un parallèle évident avec les jeux du Colisée, les jeux au service des puissants et la CNN, la RAI, etc. En tout cas, ça a donné après 3 de Wolfgang Petersen, Alexandre de Oliver Stone, des séries télévisées. Quel est l'avenir du péplum, Claude Aziza? C'est par ça que se termine votre livre. Moi, j'aime beaucoup Gladiator, mais c'est un film sans âme. C'est un remake honteux, inavoué de la chute de l'Empire romain. Il y a plus rien derrière. L'avenir du péplum, moi, je le vois mal, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va voir des films absolument formidable au point de vue technique. D'ailleurs, j'en ai vu un qui est très beau, qui est Agora, qui va sortir sur les écrans parisiens. Mais je crains qu'il ne soit désormais sans l'âme et l'esprit qui les animait pendant un siècle. En un mot, Hervé Dumont? Eh bien, je pense qu'il n'y a pas véritablement de genre péplum. Au fait, je m'insurge la contre. C'est un regard sur l'Antiquité. Il n'y a pas de raison de y revenir toujours à nouveau. Effectivement, je suis d'accord avec l'autre. Pour Agora, qui est superbe. Merci Hervé Dumont et Claude Aziza. Je rappelle que vous êtes tous les deux l'auteur de 2 livres dont je recommande la lecture, de Hervé Dumont, L'Antiquité au cinéma, Vérité, légende et manipulation, un très beau livre, édité par Nouveau Monde Éditions, et de Claude Aziza, Le péplum, un mauvais genre, qui vient de paraître aux éditions Klingsig. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, disponible en DVD chez 20th Century Fox, Les 10 commandements de Cécile B. DeMille, disponible en DVD chez Paramount, Scipion l'Africain de Carmine Gallone, Ben-Hur de William Wyler, disponible en DVD chez Warner Bros. Video, et enfin Gladiator de Ridley Scott, disponible en DVD chez Universal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique, Fabrique Desmaz et Julien Dumont, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gillery et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.